Sejin est au pied du mur et c'est son propre père qui lui donne le coup de grâce. L'entreprise familiale coule à pic et la seule bouée de sauvetage, c'est de le vendre au plus offrant. On lui balance la nouvelle sans ménagement, un mariage a été arrangé et il n'a pas son mot à dire. Regardez-le, là, planté au milieu de la pièce, réalisant que sa vie vient de devenir une simple transaction commerciale. Il savait que c'était inévitable, mais on voit bien à sa tête qu'il sent le ciel lui tomber sur la tête. Son père, qui ne risque pas de gagner le prix du papa de l'année, ne prend même pas de gants. Il n'arrive pas à croire qu'une boîte aussi prestigieuse veuille d'un oméga de seconde zone comme lui. Pour le vieux, ce ne sont que les affaires, et Sejin est le sacrifice nécessaire pour sauver le coffre-fort. Le gamin finit par accepter parce qu'il n'a pas le choix. Pendant que son père lui cale déjà les fiançailles pour samedi prochain, il l'envoie se faire beau, comme si c'était une bagnole d'occasion qu'il fallait lustrer avant de la mettre en vitrine. Sejin ne comprend pas pourquoi c'est lui qu'ils veulent alors qu'il y a de meilleures parties dans la famille, mais pas le temps de douter quand le patron ordonne de s'exécuter. Avant qu'il ne sorte, son père lui balance un flacon de pilule au sol. « Prends ça pour tes cernes, essaie de ne pas nous foutre la honte », lui lance-t-il avec la tendresse d'une porte de prison. Sejin ramasse le flacon en affichant un sourire de façade, pur réflexe de survie. Il sait pertinemment que pour son vieux, il n'est rien de plus qu'un bel emballage. Il faut dire que le groupe Aeshin est au tapis fuite de données, virus informatique, sans oublier le scandale éthique qui s'est terminé par le suicide d'un employé. Le gamin qui s'est donné la mort n'est plus un problème pour la boîte, contrairement à la faillite. Alors quoi de mieux que de vendre son fils pour éponger les dettes avec un tel passif et une réputation en lambeaux? Sejin est leur dernier recours pour ne pas disparaître. Le pauvre n'a aucune idée de ce qu'il attend. Pendant qu'on prend ses mesures chez le tailleur, le secrétaire Kim lui fait le topo samedi. Rendez-vous avec le groupe Seono. Sejin finit par l'arrêter. Il a l'impression d'être un simple accessoire de déco. On le relook pour le mariage, mais il ne sait même pas qui est le marié. Il n'est pas idiot, il sent bien qu'il y a anguille sous roche. Seono joue dans la cour des grands alors que sa famille est sur un navire qui sombre. Ça n'a aucun sens qu'une telle puissance accepte de se mouiller avec eux. Il joue les indifférents en disant que, peu importe l'identité du type, ils croulent tous sous le fric de toute façon. Mais le secrétaire douche ses espoirs, il y a 2 héritiers célibataires, et il lui demande s'il veut savoir sur lequel il est tombé à la loterie. Sejin garde son visage de marbre, mais intérieurement, il est en train de tout recalculer. Et là, c'est le choc. Le futur époux n'est autre que Kwon Ido, le golden boy des magazines de business. Le mec est déjà PDG à 32 ans et figure dans tous les classements des personnalités les plus influentes au monde. En gros, c'est le gendre idéal pour assurer l'avenir d'une famille sur 3 générations. Ça le perturbe encore plus. Ido a un frère aîné beaucoup plus discret qui serait le choix logique pour un mariage de convenance. Pourquoi gaspiller une telle cartouche pour une boîte en ruine? Sejin essaie de comprendre la manœuvre et tente même une blague sur le fait de devoir passer par la case esthéticienne pour ne pas faire tâche à côté d'un tel canon. Quitte à être vendu aux enchères, autant être impeccable. Il troque son nœud papillon pour une cravate et accepte son sort avec son plus beau sourire professionnel. Regardez-le, persuadé de maîtriser la situation, alors qu'il ne sait pas encore dans quel pétrin il s'est fourré. Sejin reste là, planté comme un piquet, pendant que la responsable l'inonde de compliments dont il n'a strictement rien à faire. Elle est en extase devant la coupe du costume, mais pour lui, ce n'est qu'une corvée de plus. Dans son coin, le secrétaire Kim l'observe en se demandant s'il n'a pas eu la main un peu lourde sur l'entraînement, car le gamin ne sait même pas. On dirait qu'il a rendu l'âme il y a au moins 3 essayages de cela. Tandis qu'on lui ajuste sa cravate, Sejin se demande bien pourquoi on fait tout ce foin pour des fringues alors que le mariage ne sera même pas public. Tout ça n'est qu'une mascarade corporate, mais son instant de calme vole en éclats quand un grand fracas secoue le salon. Jeong Min-jae déboule en cherchant la bagarre, hurlant le nom de son frère comme s'il venait lui réclamer une dette. Le type bouscule les employés avec un regard si noir que la pièce se vide en 2 secondes chrono. C'est le cadet de la famille, et il n'a clairement hérité ni du tact ni de l'élégance de Sejin, c'est une véritable bombe à retardement. À peine arrivé, il exige déjà le renvoi des gardes qui ont osé se mettre en travers de son chemin, mais Sejin ne bronche pas. Il ordonne simplement au secrétaire Kim de le laisser passer, ignorant royalement sa crise de nerfs. Il regrette presque que l'assistante doive partir, non par pitié, mais parce qu'elle faisait partie des rares personnes capables de tenir leur langue. Le jeune homme préférerait 1000 fois le silence plutôt que d'avoir à décrocher un mot à qui que ce soit. Min-jae n'en revient pas de la froideur de son frère et le traite de pathétique, affirmant qu'il a honte d'être vu en sa compagnie. S'il est venu jusqu'ici, c'est pour une raison précise, il veut savoir si les rumeurs de mariage sont fondées. Sejin finit d'ajuster sa veste avec le plus grand calme et lui confirme la nouvelle. Pourquoi d'autres perdraient-ils son temps à essayer des tenues de gala? Pour Min-jae, c'est du délire. Il ne comprend pas comment son frère peut parler de sacrifier sa liberté comme s'il s'agissait d'un simple lundi au bureau.
Il est outré que Sejin utilise le mot « travail » pour décrire ce qui ressemble pourtant à une condamnation. Min-jae est à 2 doigts de l'anévrisme. Il lui hurle de réagir, de réaliser qu'on est en train de le vendre comme de la vulgaire marchandise en solde. Mais Sejin le dévisage avec autant d'émotion qu'un frigo débranché. Pendant que l'autre s'égosille, Min-jae se croit tout permis et ordonne au secrétaire de tout annuler sur le champ. Mais l'homme a bien plus d'expérience que lui et le recadre sèchement un pacte entre entreprises ne se rompt pas sur le caprice d'un gamin. Min-jae ne peut pas concevoir que son frère accepte de devenir le trophée d'un alpha quelconque juste pour un contrat commercial. Il insiste lourdement, lâchant quelques remarques venimeuses sur ce que ce type compte bien faire de lui une fois les projecteurs éteints. Sejin ajuste ses manches avec la sérénité de quelqu'un qui choisit son petit déjeuner. Il sait parfaitement qu'on ne l'a pas acheté pour son charisme. On veut qu'il assure la descendance du groupe, et tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il tienne son rôle. Mais comme il sait sauver les apparences, il lance un sourire à son frère et lui dit de se détendre, prétextant une blague de mauvais goût. Pour lui clouer le bec, il lui propose même de lui offrir un costume. Min-jae, fidèle à son manque de tact, lui répond que le blanc lui va horriblement mal et que des tons sombres seraient plus appropriés. Sejin ne s'en formalise pas et décide d'embarquer tout ce qu'il a essayé, y compris le modèle sombre. Au lieu d'aller se reposer, il demande à retourner immédiatement au bureau. Il veut boucler ses dossiers avant de faire une croix sur sa liberté et de devenir l'ornement de luxe de quelqu'un d'autre pour le restant de ses jours. Sejin n'a pas toujours été ce cadre modèle à la carrière toute tracée. Il y a 20 ans, ce n'était qu'un gamin marchant pieds nus dans la neige, un orphelin de plus attendant que le froid finisse par l'emporter. Mais le grand patron du groupe, Haeshin, a décidé de l'adopter, pas par pure bonté d'âme, non, mais parce qu'il a vu en lui un investissement qu'il pourrait façonner à sa guise. Aujourd'hui, il est directeur financier, mais ce costume impeccable lui pèse. Il a troqué sa liberté contre un nom prestigieux et vit désormais comme un prisonnier de luxe. Regardez-le, prostré sur la banquette arrière, avec ce regard qui vous crie qu'il préférerait retourner crever de froid plutôt que de continuer à supporter ce cirque. Son père l'a envoyé se faire masser et pomponner toute la journée. On le polit comme un meuble de valeur pour que demain, à la fête de fiançailles, il ne ressemble pas au cadavre qu'il est devenu à l'intérieur. Le chauffeur voit bien que Sejin est au bout du rouleau, mais aucune crème miracle ne peut réparer un visage quand on ne peut plus fermer l'œil sans que le monde s'écroule. À peine rentré chez lui, la solitude devient insupportable. Dans l'ascenseur, les voix commencent déjà à le traquer, l'appelant par son nom avec une familiarité qui lui retourne l'estomac. Il est à bout, suppliant qu'on le laisse en paix et qu'on arrête de s'approprier son nom comme s'il possédait son esprit. Il entre dans son appartement, qui a toute la chaleur d'un bloc opératoire, et se dirige droit vers la seule chose qui lui offre un peu de répit. Il s'envoie 4 cachetons d'un coup, espérant que le choc chimique sera assez violent pour éteindre son cerveau pendant quelques heures. Dommage que même le meilleur des sédatifs ne puisse le sauver de ce qu'il a enfoui au plus profond de lui. Ces derniers temps, ses nuits ne sont qu'un long cauchemar sans fin. Il se voit plaqué contre le mur, soumis par une ombre qui le traite comme un déchet jetable. « Tiens-toi bien, petite traînée », lui crache le type en exigeant qu'il ouvre la bouche. C'est d'une violence pure qui le laisse en larmes sur le sol, totalement brisé. Sejin finit par s'abandonner, n'ayant plus la force de lutter. Il se réveille en sursaut, trempé de sueur et le cœur au bord de l'explosion. Ce n'était qu'un rêve, mais de ceux qui vous laissent un goût amer que rien ne peut effacer. Le voilà, seul dans le noir, réalisant que même le flacon de pilule renversé par terre ne pourra pas le protéger de ses propres démons. Plus les fiançailles approchent, plus ses nuits pourrissent à force de revivre cette sensation de viol. Assis au bord du lit, il rumine sa propre misère qui voudrait se marier avec un type qui s'effondre chaque nuit. La boîte se fout royalement de sa santé mentale tant qu'il ne gâche pas la photo du contrat. L'aube se lève et le siège de Haeshin brille comme s'il était le temple de l'honnêteté. C'est le grand jour, la dernière chance de sauver le business familial en l'utilisant comme monnaie d'échange. On l'emmène se faire transformer en poupée de porcelaine. 3 stylistes s'agitent autour de lui en débattant de sa mèche, alors qu'il n'attend qu'une chose que ça s'arrête. On dirait des gosses qui s'amusent avec un jouet, mais dans une version milliardaire et déprimante. Une fois dans la voiture, vêtu d'un blanc immaculé, il affiche un visage de marbre qui ne trompe personne. Son assistant lui demande s'il est nerveux, et Sejin lâche une pique acide sur le fait d'avoir besoin d'aide pour son propre mariage, tentant de masquer l'agonie qu'il ressent à l'intérieur. Il se regarde dans le miroir et se trouve parfait. Le problème, c'est qu'il sait qu'il n'est qu'un prince au rabais envoyé direct à l'abattoir corporatif. Ils arrivent devant une demeure traditionnelle, le genre d'endroit qui pue le fric mais manque cruellement d'âme. L'assistant se précipite pour lui ouvrir la portière, mais Sejin le stoppe net. « Je n'aurai besoin d'aide que si tu comptes me faire enfiler une robe de mariée. C'est que dès qu'on apprend que vous êtes un oméga, certains deviennent collants avec leur escorte et ne vous laissent plus respirer. » Il entre et il y a plus de sécurité que dans une banque centrale, tout ça pour le spectacle.
Dès qu'il pénètre dans le salon, l'odeur le frappe de plein fouet. Le lieu est noyé sous les fleurs blanches, un déploiement digne d'un mariage royal. Sejin reste pétrifié, ce sont précisément ses fleurs préférées. Le secrétaire Kim lui précise que c'est une attention de son futur époux. Seono a spécifiquement demandé que tout soit naturel et de la plus haute qualité. Au milieu de toute cette verdure, les muguets ressortent, des fleurs hors de prix pour un simple mariage arrangé. Sejin trouve une carte où est écrit « Le bonheur retrouvé », un message bien trop lourd pour quelqu'un qui, il y a 5 minutes encore, se sentait comme un simple actif commercial. Il se perd dans le parfum du bouquet, et cette fragrance le renvoie direct en enfance, quand il rêvait de devenir parfumeur avant que sa famille ne l'anéantisse. Pour eux, c'était un oméga défectueux car sans phéromones, ignorant qu'il vibrait simplement sur une fréquence qu'il ne pouvait capter. Ce fut une leçon d'humilité brutale dans cette maison. Si tu ne sers pas à attirer un associé, tu ne sers à rien. Comme son père avait déjà tracé sa vie, Sejin a verrouillé ses rêves à double tour, faute d'espace pour exister. De retour à la réalité, le jeune homme tente de reprendre contenance et lance à l'assistant, avec un petit rire, que ses cadeaux sont faits pour une épouse, pas pour lui. Mais intérieurement, il est désarmé. Il était si proche de la rupture qu'un simple bouquet l'a rendu vulnérable. Pour la première fois, une lueur d'espoir l'effleure. Il se dit que, peut-être, ce mariage ne sera pas l'enfer qu'il imaginait. Après tout, la fraîcheur des fleurs l'emportera toujours sur n'importe quel parfum de synthèse. Sejin est assis là, à attendre dans une pièce croulant sous les fleurs. On dirait plus une veillée funèbre qu'un mariage. Il se dit qu'il est arrivé beaucoup trop tôt, mais en vérité, il n'a rien de mieux à faire que de ressasser sa poisse. C'est alors que le secrétaire Kim entre avec une commission du vieux un parfum aux phéromones pour que le jeune homme ne détonne pas trop. Sejin sait d'expérience que ce genre de gadget, c'est souvent du vent, mais en l'essayant, il est surpris par le naturel de la fragrance. Il remercie même Kim, persuadé que c'est lui qui l'a choisi. Il sait pertinemment que son père adoptif n'aurait jamais eu la jugeote d'avoir une telle délicatesse. Il s'en asperge avec résignation, convaincu que peu importe la dose de parfum, sans une once de personnalité, aucune fragrance ne peut faire illusion bien longtemps. On vient enfin le chercher pour l'envoyer à l'abattoir. Sejin se lève, ajuste son costume blanc de sacrifié et précise au secrétaire qu'il est désormais trop vieux pour qu'on l'appelle encore « jeune maître ». Il se dirige vers la porte, sur la défensive, prêt à affronter le type qui vient littéralement de racheter son contrat de vie. Mais quand les portes s'ouvrent sur l'hôtel, il se retrouve face au véritable Kwon Ido. À la télé, on le décrivait comme l'homme d'affaires qui ne sourit jamais, le patron glacial capable de vous virer sans sourciller. Pourtant, l'homme est là, l'attendant avec un sourire qui fait voler toutes ses certitudes en éclats. Le cœur du gamin s'emballe à 100 à l'heure. Est-ce la peur face à un nouvel alpha ou la curiosité de côtoyer un dominant d'aussi près pour la première fois? Sejin s'approche en luttant pour ne pas défaillir, constatant que le type a encore plus de prestance en vrai. Ils se serrent la main et échangent leurs prénoms comme s'il s'agissait d'un rendez-vous d'affaires plutôt que d'un mariage, et les yeux de Sejin s'embusent soudainement. Il prétend que c'est à cause de la tristesse qu'il perçoit dans les phéromones d'Ido, mais la vérité, c'est qu'il est à bout. On lui avait promis un ogre de la finance, et on lui livre un mannequin de magazine qui lui presse la main avec tendresse, tout en bousillant son avenir. Sejin glisse qu'il n'est pas très photogénique, tentant tant bien que mal de faire bonne figure. Il est totalement dérouté, le PDG lui parle avec une chaleur qui jure avec la froideur administrative de l'acte qu'ils sont en train de signer. Il déambule au milieu du luxe et des fleurs, mais pour Sejin, ce n'est pas le début d'une idylle, c'est un contrat de bureau avec un meilleur budget déco. La cérémonie suit son cours, millimétrer un mariage sans invité, avec seulement des types en costume comptant leurs billets, pendant qu'ils coupent le gâteau et s'échangent les alliances. Un décor de rêve pour sceller une transaction où la marchandise n'est autre que la liberté du jeune homme. Lors du banquet, la vice-présidente Kwon Sang-mi et le père de Sejin échangent des sourires si hypocrites qu'ils en deviennent agaçants. Entre deux plats, Yaeol apparaît. Cette jeune alpha mène un combat acharné contre un morceau de viande récalcitrant. Sejin meurt d'envie de l'aider, car il ne sait que trop bien ce que c'est que de souffrir à cette table, et Ido, qui a l'œil, lui tend la perche pour qu'il puisse assister la petite avec son assiette. C'est le moment que choisit le vieux pour jouer les pères de l'année. Il prétend l'avoir élevé avec tout l'amour du monde et que son départ lui déchire le cœur. Quel culot! Sejin se rappelle parfaitement comment cet homme s'assurait qu'il retienne bien chaque leçon, utilisant la faim et les hurlements comme méthode pédagogique. L'image de lui, enfant, lui revient en mémoire. Il tremblait pendant que son père hurlait qu'il serait privé de dîner tant qu'il n'aurait pas appris à couper sa viande correctement pour ne pas lui foutre la honte. Et maintenant, avec son air de saint, le vieux demande pour quand il compte mettre en route les héritiers. Le bruit du métal contre la porcelaine et sans appel, Sejin vient de lâcher ses couverts, ivre de rage. Le père tente de rattraper le coup en disant que son fils est un grand sensible encore étudiant, mais Ido n'est pas né de la dernière pluie. Il joue le jeu avec un sourire de requin, affirmant qu'il comprend parfaitement
et en profite même pour lancer une pique à sa propre nièce afin de détendre l'atmosphère. Sauf qu'Ido n'est pas là pour faire de la figuration. Au milieu de cette table d'hypocrites, il rompt le suspense et va droit au but, les clauses du contrat. Il s'adosse à sa chaise avec une autorité naturelle et énonce ses 2 règles d'or. La première, Sejin doit emménager chez lui dès demain, sans discussion. Le jeune homme acquiesce, l'estomac noué, il sait qu'on le veut à portée de main pour accélérer la grossesse. Il se souvient des insultes quand on lui demandait s'il comptait passer sa vie à écarter les jambes pour le premier alpha venu, et il manque d'exploser d'impuissance. Le second coup de grâce finit de l'enterrer, Sejin doit démissionner de son poste de directeur général. Ido le veut à la maison, sans emploi et sous son contrôle total. Ido conclut le marché d'un regard glacial et demande si quelqu'un voit un inconvénient à ses méthodes. Connaissant cette bande de lâches, personne n'osera broncher pendant que le gamin perd le peu qu'il lui restait. Ido lâche sa question comme une bombe et un silence de mort s'installe aussitôt autour de la table. Personne n'ose broncher alors que Sejin sent le sol se dérober sous ses pieds. Sentant que sa future acquisition est sur le point de perdre pied, le PDG lui broie presque la main. Ce n'est pas un geste d'affection, mais une démonstration de force pour lui rappeler qui commande. Il lui demande avec un calme glacial si les conditions lui déplaisent, comme s'il avait réellement le luxe de refuser. Sejin reste pétrifié, s'attendant déjà à ce que le type commence à parler de descendance et d'héritier, mais Ido coupe court immédiatement. Monsieur joue soudain les raffinés et décrète que ce genre de sujet ne se discute pas en public. Un vrai gentleman qui dissimule son besoin de contrôle absolu sous un vernis de parfaite éducation. Sejin s'imagine déjà enfermé comme un trophée sur une étagère pendant que sa carrière part en fumée. Voyant qu'on est en train de démanteler l'entreprise sous leurs yeux, le secrétaire Kim tente d'intervenir en rappelant que Sejin occupe un poste de directeur général et ne peut pas démissionner sur un coup de tête, mais Ido le remballe sans ménagement. Il se tourne vers le président Jeong et lui fait comprendre qu'il n'est pas là pour négocier en gros. Il lui fait signe de la fermer et d'empocher le chèque, car ici, c'est lui qui donne les ordres et personne d'autre. Ido fixe alors Sejin pour le forcer à accepter son destin et le jeune homme, comprenant que toute résistance est inutile, finit par accepter sa retraite anticipée. C'est effarant de voir à quel point il l'a brisé en un instant. Plus cynique que jamais, il lève son verre et propose un toast pour célébrer le départ de Sejin, qui prend effet dès aujourd'hui. Le vieux Jeong bout intérieurement, il est à 2 doigts d'exploser de rage, mais il est obligé de ravaler son venin et de garder le sourire pour la galerie. Cependant, ce semblant de calme ne dure qu'un court instant. Kwon Sang-mi, qui a le flair un peu trop aiguisé, commence à douter de la nature de méga de Sejin, car elle ne perçoit pas la moindre trace de ses phéromones. L'atmosphère devient pesante en 1 seconde et Sejin panique totalement. Il réalise que son parfum de pharmacie n'a pas suffi et que son secret est sur le point de lui éclater au visage. Alors qu'il s'apprête à passer aux aveux, Ido vole à son secours avec un coup de maître. Avec un sourire plein de morgue, il lance à la femme que les fleurs sur la table ont dû lui saturer l'odorat. Il prétend que les phéromones de Sejin ont justement une odeur florale, ce qui expliquerait la confusion. Un menteur professionnel. Ido marque ensuite son territoire en affirmant que le parfum de son fiancé est une chasse gardée, histoire que personne n'ait l'idée de s'en approcher. Le secrétaire respire enfin, persuadé que sa mixture bon marché a fait le miracle de masquer l'absence de phéromones. Pendant ce temps, Sejin ne sait plus s'il est sauvé ou si son futur patron a une technique de séduction un peu trop agressive, car chaque mot sonne plus comme une avance que comme une affaire. Voyant que le jeune homme ne le quitte pas des yeux, il l'entraîne dans un jardin digne d'une publicité de luxe. Sejin tente de faire bonne figure et se met à parler des fleurs qu'ils vont planter pour meubler le silence, ramant tellement que c'en est presque pathétique de le voir essayer d'être aussi poli. Ido lui demande s'il s'est ennuyé à l'attendre, avec ce ton de voix capable de vous faire gober n'importe quoi, et le garçon lui ment effrontément en prétendant que la beauté du jardin l'avait hypnotisé. Ils finissent par arrêter leur petit numéro en réalisant qu'au milieu des contrats et des manipulations, ils ne se sont toujours pas présentés comme des gens normaux. Sejin fait le premier pas et le PDG lui rend l'appareil avec une poignée de main électrique. Il lui assure qu'il a très hâte de le découvrir en profondeur et, au vu de son regard insistant, il ne parle clairement pas de son CV. Ido n'a aucune intention de lâcher sa main, ni son emprise, surtout maintenant que le jeune homme s'est jeté de lui-même dans la gueule du loup. C'est le genre d'hôte qui vous accueille avec le tapis rouge et un grand sourire, uniquement pour vous empêcher de remarquer que la porte de la cage s'est déjà refermée derrière vous. Avec cet air de vainqueur, il lui fait comprendre qu'il l'a désormais exactement là où il le voulait. Ouf! Quelle finale sous haute tension! On s'est fait piéger dans une cage dorée sans même s'en rendre compte. Et tout comme la porte s'est refermée sur notre héros, ne laissez pas passer votre chance de bombarder le bouton like. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce contrat et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez voir sur la chaîne. Allez, portez-vous bien les fauves!